Depuis maintenant 4 ans, la médiathèque de la Porte des Hauts-de-Vosges organise pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans un prix ado. Le principe est simple. Les jeunes inscrits ou non à la médiathèque sont invités à lire entre janvier et juin 5 romans publiés dans l'année et que les bibliothécaires ont sélectionnés. Les jeunes se rencontrent ensuite une fois par mois à la médiathèque, les samedis matins, pour échanger leur point de vue sur la sélection et défendre leur coup de cœur. Cette année, nous avons eu la chance d'être épaulés par Philippe Ballet, qui intervenait dans le cadre du Labo des Histoires et qui a animé à chaque rencontre un atelier d'écriture. Les membres du jury, Jade, Lisa, Cyprien, Gabriel et Noé, ont élu leur coup de cœur en mai, et c'est Thomas Lavacherie, auteur du roman Ramulf, qui l'a emporté, suivi de près par Hashtag Bleu de Florence Hinkel, puis de La pyramide des besoins humains de Caroline Solé. Grâce au partenariat avec Radio Gemozo, nous sommes ravis de pouvoir les interviewer aujourd'hui et discuter avec eux de leurs livres, de leur métier d'écrivain et de leur passion. Alors, nous allons interviewer Nicolas Ancion, auteur du roman En 1000 morceaux. Nicolas Ancion est un écrivain belge de 45 ans. Il a étudié la philologie romane de l'université de Liège. À 24 ans, il publie un premier roman, Ciel bleu, trop bleu. De nombreux autres romans ont suivi, pour les adultes comme pour la jeunesse, dont Quatrième étage, couronné par le prix des lycéens en 2001, où Nous sommes tous des Playmobil. Pendant que ses textes parcourent le monde, Nicolas voyage aussi et déménage souvent. Il habite tour à tour Montréal, Bruxelles, Madrid, Liège, puis l'Aude. Enfin, dans un petit village à côté de Carcassonne où il s'installe en 2007. C'est là qu'il consacre désormais son temps d'écriture. Son roman En 1000 morceaux est publié en 2015 aux éditions Mijade. Il s'agit d'une histoire assez violente mais très juste, avec des portraits d'adolescents variés. 4 jours dans la vie de Léa, Franck, Phil, Karine, Eric et tous les potes de Jessica. 4 jours pour comprendre ce qui s'est passé. Des jeunes avec une vie banale, des amours, des prises de tête avec les parents, des teufs, de la picole et de la drogue, et la vie qui bascule. Samedi, la fête, la boisson, la drogue, les bagarres, bref, le quotidien des jeunes. Dimanche, les gueules de bois, les gueules cassées, et la nouvelle qui se répand. Jessica ne répondra plus à ses messages. Lundi, le bahut. Tout le monde connaît la nouvelle, mais personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Mardi, l'enterrement et les remises en question, les réconciliations et les prises de conscience. Les thèmes abordés sont malheureusement d'actualité. Peut-on encore s'amuser le samedi soir sans boire, se saouler ou se droguer ? Ce roman peut interpeller les jeunes, d'autant que l'écriture mêle intelligemment le récit, le blog de la sorcière et les commentaires des followers. Un livre sur les apparences, la mort, la liberté, les drogues et surtout les liens qui nous unissent, qu'ils soient réels et ou virtuels. Bonjour Nicolas Ancion et bienvenue dans les studios de Radio Gemozo pour répondre aux questions du jeune jury du prix ado. Pour commencer, on va faire un petit tour de table et se présenter chacun notre tour. Je commence, je suis Caroline, je travaille à la médiathèque de la Porte des Hauts-de-Vosges et j'organise avec Catherine et Nathalie le prix ado. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lisa et j'ai 17 ans. Bonjour Lisa. Bonjour, moi je m'appelle Noé et je suis au lycée. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Jade et je suis bientôt lycéenne. Bonjour aussi. Bonjour, moi c'est Cyprien, je suis lycéen aussi. Et bonjour Cyprien. Et moi c'est Gabriel, je suis aussi lycéen. Et moi je suis Nathalie, donc je travaille avec Caroline à la médiathèque. Super. Donc vous avez été sollicité par Infodroc pour écrire ce roman et parler de la prise de risque des ados. Est-ce que vous avez accepté tout de suite ce partenariat ? Oui, bien sûr. Il se fait que j'avais déjà travaillé sur un roman pour beaucoup plus petits, puisque c'était pour les 10-12 ans, avec la même association, et ça avait très bien marché, le roman et le projet. Enfin voilà, j'avais beaucoup aimé écrire dans ce cadre-là, et donc quand ils m'ont invité à faire pour les plus grands avec des choses un peu plus compliquées, ouais, j'ai tout de suite eu envie de m'y mettre. D'accord. Alors, vous aviez déjà écrit un roman sur le thème de la dépendance aux jeux vidéo, cette fois-ci, oui, avec votre roman J'arrête quand je veux. Est-ce que toutes les formes de dépendance, c'est un sujet qui vous tient à cœur ? Alors, ce qui m'intéresse dans la dépendance, c'est le fait que le constat que, contrairement à ce qu'on m'a appris quand moi j'étais ado, le problème n'est jamais dans le produit. C'est pas
c'est pas le fait de gratter les petites cartes qui fait qu'on devient accro au jeu, c'est pas la nourriture qui fait qu'on devient accro boulimique ou anorexique. Le problème, il est en fait dans la manière dont on gère. Donc c'est dans la personne qui a un déséquilibre ou qui a un excès tout d'un coup une perte de goût pour d'autres choses. Et donc ça m'intéresse parce qu'en fait c'est une histoire humaine. C'est toujours la manière dont les différents personnages ou les différentes personnes dans la vraie vie se comportent qui va amener soit à tomber dans la dépendance, soit au contraire le côté positif en sortir ou à refuser, etc. Donc voilà, ces questions-là sont des questions qui moi me passionnent de manière générale. Ce qu'on décide de faire, comment on y arrive, ou ce qu'on ne décide pas de faire, comment on ne remarque pas qu'on se laisse marcher sur la tête par d'autres ou par d'autres choses. Enfin voilà, tout ça m'intéresse beaucoup. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on peut tous être susceptibles d'être addicts à un moment ou à un autre? Ou si justement il faut avoir une faiblesse quelque part On l'est tous. Oui. On l'est tous. Quand je discute avec des enfants de ce que c'est la dépendance et que je leur demande à votre avis, vos parents, de quoi est-ce qu'ils auraient le plus de mal à se passer, il n'y en a pas un qui me répond de l'alcool, des médicaments, des trucs que les adultes ont en tête, même pas la cigarette. Ils me disent tous, ils n'arriveraient pas à se passer de nous. On est dépendant des autres et c'est tout à fait normal, c'est l'amour, c'est l'attachement, c'est très sain d'ailleurs. La dépendance, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, on a besoin des autres. Mais on est aussi dépendant de choses pour les enfants. La deuxième chose qu'ils citent après avoir dit nous, des enfants de 10-11 ans, là, ce qu'ils disent après, c'est les infos. Mes parents, ils ne sauraient pas vivre sans écouter les infos. Et c'est marrant parce que les adultes ne diront jamais « je suis accro à ça ». Et pourtant, pendant 48 heures, priver un adulte de sources d'infos télé ou radio, il va avoir beaucoup de mal. Il va avoir beaucoup de mal à ne pas occuper son cerveau avec ces conneries qu'on écoute à répétition. Moi, je suis le premier. Hein, oui, on est tous dépendants de tas de choses. Et donc la dépendance en soi n'est ni bonne ni mauvaise. À l'intérieur de la dépendance, il y a des bonnes et des mauvaises dépendances. Je dirais plutôt ça, voilà. Comme ça, pour être un peu caricatural une seconde. D'accord. Pour écrire ce livre, est-ce que vous êtes renseigné sur certaines drogues ou sur les addictions, ou alors est-ce que vous connaissiez déjà le sujet? Alors j'ai eu beaucoup de mal à discuter, là, ce que je vous dis, c'est avec des enfants de 10-12 ans, j'ai discuté pour l'autre roman, j'ai discuté pendant des heures et des heures, je suis allé rencontrer des tas de classes. Ici j'ai essayé de parler à des ados qui avaient approximativement votre âge, on va dire, enfin je suis allé dans des classes de 16, des enfants de 15 à 17 ans, quoi, je vais dire. Et là, c'est le silence radio total. Hein. Je leur demandais pas de parler d'eux. Je leur expliquais que je travaillais sur un roman. Et donc, mais il n'y a rien qui sort. On ne peut pas parler à l'école de certains sujets. Notamment, simplement de la prise de risque, quoi, de situations où un enfant s'est senti en danger, où il a fait un truc qu'il n'aurait pas voulu faire. Et je parlais pas d'eux. Hein. Enfin bon, voilà. Impossible de se renseigner à la source directement. C'est un sujet tabou. Donc, pour écrire le roman, j'ai dû simplement me baser sur tout ce que moi, j'ai pu entendre depuis que je suis né, avant d'être ado moi-même, puis mes expériences d'ado, les expériences de mes copains, de mes pas copains, des gens avec qui je m'entendais pas, les choses que j'ai jamais voulu faire, celles que j'ai faites, et puis tout ce qui est arrivé aux adultes autour de moi qui ont eu des enfants, qui ont grandi et à qui il est arrivé des choses. Voilà, c'est tout ça les sources... Mais ça, c'est les sources d'inspiration habituelles pour un écrivain qu'on va chercher dans ce qu'on sait du monde, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu. Voilà. Et donc, puisqu'il est difficile de parler de drogue ou d'addiction chez les jeunes, la littérature est un bon moyen pour vous? Oui, c'est pas pour moi. Oui, moi, enfin, je veux dire, dans ce projet-ci, moi, j'existe pas, dans le sens où je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai vraiment fait comme un outil. Pour moi, ce roman, c'est, comme tous les romans, hein, c'est une histoire dans laquelle on rentre et on vit des trucs. Quand on le lit, voilà, j'espère que l'histoire est intéressante et c'est pas un livre que j'ai écrit pour expliquer quelque chose aux ados, du tout. Parce que je sais pas ce qu'il faudrait leur expliquer déjà. Par contre, je pense qu'une fois qu'on a ce livre-là dans une classe, par exemple, ou dans un groupe, on lit le livre et puis après les ados, les jeunes de manière générale, peuvent parler du bouquin, même avec des adultes. Hein. Et au lieu de parler d'eux-mêmes et de choses dont ils ne parlent pas d'habitude, moi
tout ce que je fais quand je vais dans des classes avec ce livre-là, c'est de leur demander leur avis de quel personnage leur paraît réaliste ou pas réaliste et pourquoi, m'expliquer pourquoi ça leur paraît pas réaliste ou réaliste. Et en faisant cet exercice-là, enfin c'est pas un exercice, c'est juste cette discussion-là, tout d'un coup en fait chacun parle de soi-même, c'est-à-dire que le gars il me dit bah non c'est pas réaliste, il n'y a personne qui boit comme ça, et tout de suite il y a un autre qui dit bah si, et voilà, et tout d'un coup on discute des sujets que j'arrivais pas à aborder quand j'allais dans les classes, parce qu'on parle des personnages de fiction en fait. D'eux on peut parler évidemment, et de mon travail, et de dire que j'ai mal écrit ça c'est facile. Du coup, là le roman devient un outil qui permet une discussion et donc passer par la fiction permet ça, permet de parler de ces sujets qui sont pas possibles à aborder autrement. D'accord, merci. D'accord. Quel personnage de votre roman vous ressemble le plus ? C'est terrible, hein, mais quand on écrit, on doit ressembler à tous ces personnages, même ceux que le lecteur n'aime pas, même ceux qui sont nuls. On doit comprendre ce que fait un personnage nul, donc moi je dois me projeter dans tous les personnages à la fois quand je les écris. Donc quand, je sais pas moi, Eric se fait accoster par 3 mecs dans la rue et puis finit par se battre avec un, mais je suis en même temps Eric et les mecs qui l'agressent, quoi, je fais le tout. Alors voilà, j'ai pas le choix, je suis dans tous. Mais qui me ressemble le plus, d'en avoir discuté avec des élèves, c'est Eric dans le livre qui a la même position que la mienne. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à la question pour lui-même, il va poser la question aux autres. Comme moi, j'utilise des personnages pour amener plusieurs points de vue par rapport à la question, ben Eric, il va demander aux autres ce que ça leur a fait, la mort de Jessica. Donc, ouais, on peut dire qu'Eric ressemble maintenant, moi je ressemble pas à Eric, je ne fais pas du jiu-jitsu, je me bats pas dans la rue, voilà. Et puis le rapport que Eric a à ses parents est très différent de celui que moi j'ai eu quand j'étais ado par exemple. J'étais vraiment pas proche de mes parents et je pouvais pas faire ce que lui fait, de discuter avec eux de son travail en classe. Mes parents, ils savaient même pas que j'avais un travail en classe, ils s'en foutaient. Enfin c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais ils me laissaient faire et voilà, ils me faisaient confiance, mais ils n'auraient pas consacré du temps à réfléchir avec moi un truc, ça c'est sûr. Et c'est tant mieux, hein, d'ailleurs. Enfin, voilà. Je pense qu'à l'âge qu'a Eric, ses parents feraient mieux de lui foutre la paix, mais bon. D'accord, merci. Avec plaisir. Alors, moi j'ai une question concernant l'écriture du roman. Oui. Donc, il est construit un peu comme une enquête. Donc, tous les personnages font un peu des suppositions, mais pourquoi avoir ajouté le personnage de la sorcière qui est adulte avec son blog, et est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur les motivations de ce personnage ? Oui, alors j'avais pas envie de me cantonner justement à que des ados dans le roman. J'avais envie qu'il y ait des adultes, mais qui ne soient pas dans le rôle qu'on attend des adultes, c'est-à-dire pas un prof qui soit prof, pas un principal qui ressemble à un principal. Ils existent, ces personnages-là, on en parle, mais on peut les évoquer simplement, on n'a pas besoin de rentrer en détail dans ce qu'ils vivent. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un adulte qui soit dans une situation aussi complexe que celle des personnages, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois étudiants et, je sais pas moi, joueurs de jeux vidéo, qui sont intéressés par des trucs, qui en aiment pas d'autres, qui aiment bien, voilà, que ce soit aussi complexe. Donc, du coup, c'était difficile d'arriver à faire un personnage comme ça et le faire parler dans le roman, à moins de faire des chapitres où c'était lui qui prenait la parole, mais alors j'avais peur que les lecteurs le mettent plus à distance parce qu'il n'était pas du même groupe, voilà. Alors en faisant la blogueuse, la sorcière, comme elle tient un blog et qu'on ne sait pas qui elle est, on l'écoute parler sans savoir quel est son âge, on s'en fout de son âge en fait. Puis on découvre plus tard que c'est une adulte, on découvre en plus qu'elle a menti à sa fille, enfin voilà, ça rend le personnage, ça fait une complexité, puis pour moi ça faisait aussi des choses à raconter, d'avoir une histoire qui avance à l'intérieur du roman, d'avoir une histoire de trahison, moi ça m'intéresse toujours. Il y a des choses un peu, un peu des révélations, des choses qui se passent, et c'est important. Mais c'est vraiment mon idée, mon envie au départ, c'était d'avoir une voix adulte, mais qui soit écoutée aussi par les ados, c'est-à-dire non seulement les personnages du livre, mais aussi les lecteurs, voilà, les deux, qui est en contact, quoi, et qui ne soit pas simplement un rapport
d'ado à adulte habituel. Voilà. Ok, bah, Une merci. longue réponse pour une bonne question. En parlant de révélation, en fait, il y a deux éléments qu'on n'a pas forcément compris. Oui. C'est le titre et en fait la couverture aussi. Ah oui. Ouais, c'est un peu... Enfin, je vois pas trop Ok. le rapport. Bon, en 1000 morceaux, vous avez bien des explications quand même. Hein. Ouais, le titre, il est... Enfin, je veux pas dire que ça colle pas avec l'histoire, mais Oui. c'est... En fait, le titre au départ, le roman, quand je l'ai écrit, s'écrivait comme une boule à facettes en 1000 morceaux sur la piste de danse. Et quand je l'ai fait lire à des élèves dans des classes, parce que je fais ça, moi, quand j'écris des romans pour lecteurs de votre âge, je les fais lire à des lecteurs de votre âge avant de les envoyer à un éditeur. J'ai eu plein de retours de lecteurs, et un truc qui n'allait pas du tout, c'est le titre, il le trouvait beaucoup trop long. Je les comprends, il aurait fallu remplir toute la couverture avec mon titre. Et donc j'ai changé de titre et j'ai gardé ce qui était important. Moi, dans le titre au départ, avec donc comme une boule à facettes en 1000 morceaux sur la piste de danse, il y avait à la fois l'idée, il y a eu une fête, il y a quelque chose qui s'est passé, la boule est cassée, elle est par terre, donc il y a eu... Enfin, la fête n'est plus là, et puis mon idée aussi, c'était que chaque petit miroir renvoyait un morceau de la réalité, et que la réalité, c'était pas exactement ce que chacun des miroirs voyait, mais l'ensemble. C'est pas que chacun voit quelque chose de faux, c'est que tout le monde voit quelque chose de juste, mais que la réalité, c'est l'addition de tout ça. Ça, c'est ma manière de voir les choses en tant que romancier. Et donc, le titre, en 1000 morceaux, pour moi, il évoque ça à la fois. Être en 1000 morceaux, ça veut dire être cassé en 1000 morceaux, ça veut dire être foutu. Ça renvoie à la mort de Jessica. Et l'autre chose, c'est en 1000 morceaux, ben c'est parce que le roman lui-même est en 1000 morceaux, et c'est les différentes voix qui vont raconter l'histoire. Donc voilà, c'est les deux. C'est compliqué, hein, les titres de livres. D'en trouver qui accrochent, qui donnent envie de lire et qui dévoilent pas tout en même temps. Et c'est compliqué. Alors la couverture, là, je ne suis pas responsable. C'est l'éditeur qui choisit la couverture, c'est jamais l'auteur. Même le titre, vous savez, c'est l'éditeur l'éditeur peut le changer s'il a envie. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Et donc il m'a proposé cette couverture de livre et j'ai appris quelque chose, parce que ça fait longtemps que j'écris, plus de 20 ans maintenant. Quand un éditeur envoie un projet de couverture, il y a une seule réponse à lui donner, c'est « j'aime bien ». Tout le reste, c'est des mauvaises réponses. Donc je vous assure que je l'ai déjà fait, dire non, je suis un peu déçu, etc. Finalement, la couverture reste quand même. Donc l'éditeur se fâche, il explique, mais j'ai demandé à un illustrateur, j'ai déjà payé ce travail et tout ça, donc maintenant je dis oui, c'est bien. Voilà. Alors, mais elle ne vous plaît pas? Alors moi, dans ce cas-ci, je l'aime bien parce qu'elle a des couleurs vives, alors que plein d'éditeurs auraient trouvé que c'était une bonne idée d'illustrer ça avec un truc un peu... C'est la mort de Jessica, donc on va faire une croix sur un cimetière, on va voir quelqu'un en noir, voilà, il n'y a pas du tout d'image de mort, il n'y a pas du tout de ça dans la couverture, ça me plaît. L'autre chose, c'est qu'elle est assez abstraite, donc elle n'empêche pas d'imaginer ce qu'on veut. Voilà. J'ai déjà eu des couvertures dramatiquement ratées, hein, donc voilà, s'il y a un personnage sur les couvertures et qu'il est représenté, ça va complètement orienter la lecture du texte qui est derrière, évidemment. Parce que la photo ou l'illustration, c'est quand même autrement plus puissant, ça ferme des portes, quoi. Là où l'écriture, ça laisse chacun libre d'imaginer les personnages comme il a envie de les imaginer. Je parle très peu de couleur de peau, par exemple, ça n'empêche pas les gens d'imaginer des choses. Tant que j'ai pas dit, chacun lit comme il a envie de le voir. Ok, merci. D'accord. Mais est-ce que vous avez écrit votre livre en écrivant les points de vue tous à la suite et après en les cassant finalement, ou est-ce que l'écriture a été faite telle qu'on retrouve le livre finalement? Alors l'écriture a été écrite comme vous voyez le livre, à une exception près. Donc j'ai vraiment écrit en fragments l'un après l'autre et dans cet ordre-là à peu près. Il y a peut-être quelque chose qui a bougé à un moment donné pour équilibrer parce que j'ai rajouté un fil. Donc le fil le plus long, je vais dire celui qui commence, celui de Franck et Léa, je l'ai écrit après. Et lui, du coup, je l'ai écrit en sachant où j'allais mettre les morceaux. Hein. Donc puisque le reste était écrit, je suis venu intercaler l'histoire de Franck et Léa parce que j'ai eu envie de rajouter des ados dans le même groupe, enfin c'est surtout Léa, qui sont dans autre chose au même moment. Parce que j'avais pas envie
que tout le monde soit obnubilé par la mort de Jessica et que ce soit l'événement commun à tout le monde. Et au même moment, il y a peut-être quelqu'un qui est dans un autre drame, qui est dans autre chose dans sa tête et qui traverse les mêmes événements. Et ce qui arrive avec cette histoire de Franck et Léa, c'est que voilà, Léa, la mort de Jessica, c'est pas que ça la touche pas, c'est pas ça. Mais elle n'a pas la place à ce moment-là pour s'en tracasser comme d'autres qui n'ont en fait rien d'autre à ce moment-là qui les préoccupe au point de... Voilà. À la fois la mort vient bouleverser la vie de tout le monde, mais pas tout le monde, quoi. Il y en a qui sont dans quelque chose d'autre qui les tracasse beaucoup plus. Voilà, j'avais envie qu'il y ait ça dans le roman, et donc voilà pourquoi j'ai écrit le fil de Franck et Léa après. Comme ça, vous savez tout de la cuisine interne. D'accord, merci. Avec plaisir. Alors en parlant de cuisine interne, il y a une autre question qui nous vient à l'esprit. Est-ce que vous savez dès le début quelle orientation va prendre votre roman ? Je sais dès le début, quand j'ai commencé à écrire, je savais, en fait au départ je pensais, c'est un roman qui va se passer dans la tête de tous les personnages qui sont en train de se taire pendant la minute de silence dans une église autour du cercueil. Ça c'était mon idée de départ. Donc il n'y a pas d'histoire du tout, il n'y a pas de récit, tout se passe pendant une minute où, vous voyez, là, à un moment on dit maintenant nous allons nous recueillir pendant une minute de silence, et il y a ce moment où tout le monde est là pendant la minute de silence, et puis, moi, j'allais pouvoir passer de tête en tête. Ça, c'était mon idée au départ. On part toujours avec une idée et puis on fait autre chose. Hein. Donc, après, je me suis dit, j'ai pas envie d'une église, j'ai pas envie de rentrer dans des histoires de Jessica est au ciel, elle est toujours vivante, elle est ressuscitée, enfin des horreurs comme ça. Je n'avais pas envie de rentrer dans des questions de foi. C'était pas de ça dont j'avais envie de parler, évidemment. La mort de Jessica, pour moi, c'était un prétexte pour aller dans les moments où on aurait pu mourir et on n'est pas mort, puisqu'on est toujours vivant pour y penser, donc c'est qu'on n'est pas mort. Et donc chaque personnage affronte ou se confronte à l'intérieur de lui-même, à des choses qui lui sont arrivées, qui lui reviennent à l'esprit à cause des événements là, à cause de ce décès. Donc voilà, je n'ai pas le déroulement complet de l'histoire, évidemment. Évidemment, pour arriver à cette scène d'enterrement, j'ai raconté des choses qui se passaient avant, puis le moment où les jeunes apprennent, on leur explique pas, etc. Et puis voilà, le roman est en train de se construire et on a déjà oublié le projet qu'on avait en commençant. On est en train d'écrire ce roman-là. Et c'est lui qu'on termine, enfin qu'on essaie de terminer. Merci. Avec plaisir aussi. Moi j'ai une question qui change un peu du sujet qu'on parlait avant. J'ai vu que vous avez participé à des expériences d'écriture, par exemple être enfermé 24 heures et écrire un roman en direct. C'est plutôt fou comme idée. Qu'est-ce qui vous pousse à faire des expériences de ce genre ? Mais ce qui me pousse là-dedans, c'est ma paresse. Donc comme je suis quelqu'un de très paresseux naturellement, si je ne me donne pas des grands coups de pied au cul, je suis capable de ne rien faire. Donc les 24 heures chrono, pour moi, c'est vraiment... au début, je l'ai fait pour voir, par expérience, pour voir si, avec la fatigue, avec l'adrénaline, enfin avec le très long effort, après 22-23 heures, l'imagination commençait à fonctionner différemment. Et ça, après l'avoir fait une première fois, j'ai appris que non, ça ne fonctionne pas différemment. Simplement, en 24 heures, on est capable de faire plus qu'en 6 mois à travailler tout seul chez soi. Donc, c'est pour ça que j'ai recommencé, parce que c'est d'une productivité extraordinaire. Et puis, c'est stimulant au possible. Au lieu de... Voilà, en 1000 morceaux, je l'ai écrit pendant plusieurs mois avant d'avoir une première personne qui a lu tout le texte. Puis quand on donne le texte déjà à cette personne, il faut attendre plusieurs semaines pour avoir des avis. C'est très très lent la littérature. Or, quand j'écris pendant 24 heures chrono, mon texte est disponible en ligne, et donc j'ai des gens qui lisent en même temps que je suis en train d'écrire, et j'ai des avis des lecteurs alors, sur la phrase que je viens d'écrire, quoi. Et donc ça, c'est extrêmement stimulant, c'est quand même le bon mot, c'est très dopant, c'est comme l'entraînement cycliste toute l'année, et puis le vrai Tour de France avec les gens qui crient et qui viennent sur le côté, et qui courent à côté de vous pendant 20 mètres en disant vas-y, 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 vas-y. Et puis même si on ne les connaît pas, même si on ne sait pas qui c'est qui crie vas-y, 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 on l'entend ce vas-y, 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 et ça pousse et on appuie plus fort sur les pédales, je crois. Plus que l'entraîneur qui n'arrête pas de répéter allez, vas-y, hein, vas-y, il en a marre lui-même. Donc, voilà. Merci. Et donc pour ce roman, quelles ont été vos inspirations et vos influences littéraires ou musicales ou autres? Alors, musical, c'était compliqué. D'habitude, dans un roman, j'aime bien prendre un personnage qui aime bien des trucs que moi j'aime bien et qui
voilà, pour se faire plaisir, par exemple. S'arranger pour placer des choses que les lecteurs ne verront pas nécessairement, mais que moi, je serais content d'avoir mis. Ici, c'était pas du tout le cas. J'avais pas envie que le roman me ressemble. J'avais envie qu'il sonne juste. Et donc pour ça, je me suis dit que c'est pour ça que j'ai pris un personnage qui est gothique, parce que c'est quelque chose que moi je suis pas, dans lequel je ne suis pas. Et donc ça m'a forcé à aller me poser la question, aller écouter de la musique que j'écoutais pas d'habitude pour voir à quoi ça ressemblait. Comment c'est être assis par terre dans sa chambre et écouter un morceau dans son iPod et penser à quelqu'un qui est mort, quoi, par exemple. Quelque chose que j'ai jamais fait, je ne sais pas mon genre. Et donc j'ai dû me pousser dans des choses que je ne fais pas d'habitude. Mes sources d'inspiration pour l'écriture de ce livre-là, par contre, c'est pas mal de récits qui éclatés, des récits qui sont en 1000 morceaux justement et qui parviennent à parler d'un sujet d'une manière intéressante, parce qu'il y a plein de points de vue. Il y a beaucoup de livres qui font ça, beaucoup de très chouettes livres, depuis des livres pour enfants comme il y a quelqu'un d'une médiathèque là, donc il y a un livre d'Anthony Brown qui s'appelle Une histoire à trois voix, que j'ai lu à mes enfants quand ils étaient petits, qui est assez génial. C'est l'histoire d'une balade dans un parc et c'est vu, alors si j'ai bon souvenir, par le maître, le chien et un enfant. Ça c'est tout simple, mais ça montre bien comme les mêmes événements, les mêmes moments sont pas vus de la même manière par trois points de vue. Ça c'est pour une histoire très simple. Beaucoup plus compliquée, il y a Nathalie Sarraute dans le nouveau roman qui écrivait des romans où chaque chapitre était raconté par un personnage différent, mais elle disait pas lequel, ils parlaient tous en jeu, et donc on ne savait pas où on en était, et on était perdus, et on finissait par... je me souviens d'avoir lu un Nathalie Sarraute qui doit être Le Planétarium, je pense, hein, ces romans. Et il y avait des lecteurs qui avaient mis des notes et d'autres qui avaient corrigé les notes. Donc il y avait quelqu'un qui avait mis, je ne sais pas moi, c'est Michel qui parle, et puis quelqu'un d'autre avait dit non, c'est pas Michel, c'est machin. C'était génial. Il y avait les traces dans le livre des discussions entre différents lecteurs. Je trouvais ça magnifique. Bon, ça j'ai pas fait. J'ai essayé que ce soit compréhensible. Je voulais pas perdre les lecteurs comme Nathalie Sarraute faisait. Voilà. Et puis il y a peut-être un roman de Caroline Lamarche qui s'appelait Le jour du chien, qui n'était pas tout à fait un roman, c'était toute une série de nouvelles dans le même livre où c'était chaque fois des personnages qui sont sur une autoroute et qui ont croisé un chien qui marchait sur l'autoroute. Et donc ils sont tous au volant de leur voiture et chacun, la vue de ce chien va déclencher chez eux une réflexion. C'est un bouquin qui m'a marqué alors qu'il m'a déçu. Parce que tous les personnages pensaient à Dieu en voyant un chien et je trouvais ça nul. Je trouvais à la fois qu'il y avait vraiment des personnages différents qui étaient très intéressants chacun, alors qu'il y a un prêtre là-dedans et qu'il voit un chien, il pense à Dieu, je veux bien, mais il y avait un routier par exemple, un chauffeur de poids lourd, et il pensait à Dieu. Je trouvais ça un peu terrible que tout le monde voit un chien, il pense à Dieu, c'est vraiment tous des obsédés de la même chose. Et donc j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie qu'ils pensent tous de la même manière au suicide, ou bien qu'ils pensent... Alors ils pensent... C'est aussi pour ça que j'ai mis Léa et Franck, j'avais envie de quelqu'un qui ne pense même pas à la mort, qui ne pense même pas à ça, par rapport à... voilà, il y a d'ailleurs, je pense que tous les personnages ne sont pas marqués de la même manière. Ça m'intéressait évidemment très fort. Voilà, comme ça fait quelques sources pour ce roman. En même temps, c'est Le jour du chien, j'ai lu ça. Je peux vous dire en quelle année il est sorti, 1995 je pense, donc ça vous donne une idée. J'ai lu ça il y a plus de 20 ans. Hein. Nathalie Sarraute, j'ai lu ça il y a 25 ans, donc j'ai pas été les relire pour voir comment c'était fait. C'est des souvenirs de plaisir de lecture, c'est plutôt ça. C'est le plus important. Des fois. Voilà, exactement. Ce qu'il en reste 20 ans plus tard. Merci. Et alors, justement, est-ce que vous avez des projets pour après ? Oui, bien sûr. J'ai tout le temps plein de projets. Là, je suis dans un roman que je dois terminer cette semaine, si tout va bien. Et donc, je suis dans tout à fait autre chose, dans une histoire où Là, c'est encore une invitation. Mais c'est un éditeur là qui m'a dit, écoute, je cherche un roman, est-ce que tu pourrais pas m'écrire un roman qui parlerait de ce que c'est la foi des cathares. Donc les cathares, ce sont ces chrétiens qui se sont massacrés dans le sud de la France par la première acquisition au Moyen-Âge. Donc c'était une forme de religion protestante ici dans le sud de la France, autour de Carcassonne, Toulouse, Béziers. Et le pape et le roi de France se sont mis ensemble pour venir faire une croisade et les tuer les uns après les autres. On les a d'abord passés à la question, on les a forcés à expliquer en quoi ils croyaient, et s'ils ne croyaient pas dans la bonne foi, on les a tués. Donc, donc on m'a proposé d'écrire un roman pour ados qui parlerait de ça et qui irait voir ce que c'était la foi des cathares, ce en quoi ils croyaient et pourquoi ils se sont fait massacrer, ils ont préféré mourir.
Et donc voilà, je suis là-dedans, et donc comme je fais jamais de roman historique, j'ai dû trouver tout un système pour que mon personnage ne soit pas au Moyen-Âge, que mon personnage ne soit pas cathare et tout ça. Et donc, du coup, ça balance un peu plus du côté du fantastique. Donc c'est une fille d'aujourd'hui qui se retrouve avec un anneau cathare, une bague qui date de l'époque, et qui l'amène à... La moitié du livre se passe dans ses rêves. En fait, elle a des rêves dans lesquels elle voit des choses qui se sont passées bien avant. Mais du coup, elle ne doit pas parler latin pour répondre aux questions de l'inquisiteur. Et du coup, je ne dois pas me poser des questions de comment parler au Moyen-Âge, de ce qui est possible ou pas au Moyen-Âge. Parce qu'on est dans des rêves, en fait. Voilà. D'accord, on vous suivra. C'est très gentil. J'imagine que vous aimez aussi lire. Oui. Je vais être curieuse. Quel est votre livre de chevet actuellement ? Quel est mon livre de chevet actuellement? Alors, je n'ai pas du tout de roman en cours de lecture pour le moment, parce que je dois bien constater depuis plusieurs années maintenant que j'ai énormément de mal à rentrer dans la littérature juste avec des mots, parce que je suis tout le temps en train d'écrire, je ne fais plus que ça. Donc j'écris, je traduis des romans, et donc le soir, mes loisirs, c'est plus du tout du roman pour l'instant. Mais alors je lis énormément de bandes dessinées par contre. Qui est de la littérature aussi, simplement il y a du texte et des images, et donc ça me permet de, via les images, rentrer dans des choses dans lesquelles je ne serais pas rentré s'il n'y avait que du texte, parce que je vois trop comment c'est fabriqué, je vois la manière dont c'est écrit, plus que le plaisir de lecteur. Dans les romans, pour l'instant, alors c'est une passe, mais bon, c'est une passe qui dure depuis plusieurs années quand même. Ça ne veut pas dire que je lis pas de romans, mais quand je lis des romans, je n'y ai pas le même plaisir que j'y avais avant. Mais bon, voilà. À force de passer ma vie dans les bouquins, je m'en suis dégoûté un peu moi-même. Donc en bande dessinée, du coup, je vais vous parler de ce que j'ai lu. Ça va plus vite, évidemment. Je peux en lire plusieurs par jour, c'est un gros avantage. Et donc... j'ai lu tout à l'heure comment ça s'appelle, attends, je vais le voir d'ici, je vais voir le titre, hop. Voilà. La boucherie de Bastien Vivès, qui est un album qui est sorti il y a quelques années, qui vient de ressortir cette semaine. Et Bastien Vivès, c'est un jeune auteur de BD extrêmement doué. Et donc, il a fait notamment Paulina, Le goût du chlore, et puis c'est lui qui fait une bande dessinée qui s'appelle Last Man, qui est un espèce de manga français extraordinaire. De combats au Moyen-Âge, et puis qui tiennent des combats de magie qui font qu'on passe au Japon au XXIe siècle. Enfin, bon, ce type est totalement fou. Et donc là, c'est un album qui a déjà quelques années, tout au début, et où il dessine il a un blog, Bastien Vivès, allez voir ce qu'il fait. Il fait des choses vraiment très très simples à l'encre. Son dessin est extraordinaire, et puis il a un sens du dialogue et de l'histoire. Et là, donc c'est sur la rupture amoureuse, et sur le fait que, voilà, dans les histoires d'amour, dans la tête de Bastien Vivès, pas dans la mienne, mais ça va fatalement se finir mal. Et donc, voilà, il est dans toutes des petites histoires de couple où c'est la défaite annoncée, où c'est la catastrophe. Il voit ça comme une espèce de grande boucherie, comme la guerre de 14-18, ou comme un combat en duel où un découpe l'autre. Et voilà, ça se lit très vite, malheureusement, mais... voilà, il est doué, donc tout ce qu'il fait est toujours intéressant. Nicolas Ancion, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment un plaisir, je l'ai dit plusieurs fois, mais donc merci beaucoup pour vos questions, justement. Et c'était un grand plaisir aussi pour les jurys du prix Ado. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer un peu d'amour papier velours et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone,
mais c'est du vent. Machine, papier, machine. Faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches. Et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas donné, papier monnaie. Où l'on en meurt, papier à fleurs. Où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse, papier maïs,